Aux États-Unis, à la différence d'autres délits, les crimes de sang sont imprescriptibles. Cette disposition juridique permet aux enquêteurs les plus tenaces de déterrer des affaires irrésolues vieilles de plusieurs années. Elle permet aussi à la science criminologique d'accomplir des progrès et de donner une nouvelle vie à des indices inexploités. Ainsi, n'est-il pas rare que des meurtriers se croyant à l'abri des poursuites soient rattrapés par la justice? Charles Whittlesey est un architecte célèbre du début du XXe siècle. Un pionnier dans la conception de structures en béton armé. Il a dessiné et construit des stations ferroviaires dans toute l'Amérique. Celle d'Albuquerque est la plus connue, ainsi que celle d'El Tovar en bordure du Grand Canyon, construite en 1902. El Tovar est aussi un complexe hôtelier qui donne sur le Grand Canyon. Les constructions de Whittlesey sont éclectiques, un mélange des styles entre le chalet suisse et les villas norvégiennes. Charles a 4 enfants, mais sa fille aînée, Enid, est celle qui hérite de l'esprit créatif et aventureux de son père. C'était une très belle femme, grande, élancée, avec une belle chevelure et un sourire éclatant. Face à la pression familiale pour qu'elle entre au collège, Enid préfère le vaudeville. À 17 ans, elle entame une carrière de danseuse dans la troupe de Marion Morgan. Elle chante aussi à l'Opéra de San Francisco. Bien que ne s'étant pas mariée, Enid adore les enfants. Par la suite, elle occupe un poste de gouvernante. Puis, dans les années 1950, elle prend sa retraite dans une résidence à Cimarron Street, Los Angeles. Elle n'a pas de voiture, mais elle est bien connue dans son quartier, où elle se promène en vélo, discute et joue parfois avec les enfants du voisinage. Elle s'entendait mieux avec eux qu'avec les adultes. Elle avait elle-même quelque chose d'enfantin. Les voisins l'appelaient la dame au vélo. Tout le monde l'appréciait. Elle était sympathique et sociable. À 80 ans, elle sillonne toujours le quartier en vélo. Mais en vieillissant, quelque chose change. Elle était inquiète à l'idée que des intrus entrent chez elle, au point de bricoler un système d'alarme avec des bouts de ficelle et des boîtes de conserve qui l'alerteraient en cas d'effraction par une fenêtre ou par une porte. Le 13 mars 1981, un voisin remarque que la porte principale d'Enid est ouverte. Il y a du sang dans l'entrée. Les infirmiers trouvent Enid Whittlesey dans sa chambre du premier, morte de plusieurs coups de couteau. Frank Bolan est le premier enquêteur sur les lieux. La dame était frêle. Elle n'a pas dû opposer grande résistance. Tous ces coups infligés étaient superflus. La chambre est mise à sac. Le mobile apparent est le vol. Les tiroirs étaient ouverts. Leur contenu était sorti. Il y avait du sang sur les affaires et dans les tiroirs. Bolan remarque des gouttes de sang sur les marches de l'escalier. La personne qui a perdu du sang quittait les lieux. Elle a dévalé l'escalier et est sortie par la porte de devant. Sur la porte, il y avait du sang et une empreinte près du pommeau. Tout le quartier, y compris les enfants, est sous le choc et attristé du meurtre d'Enid Whittlesey. Ses amis savent que malgré sa gentillesse, elle avait très peur d'être agressée. Qui a bien pu s'attaquer lâchement à Enid Whittlesey, la vieille dame au vélo, la retraitée paisible, aimée des enfants?
L'agression dont elle a été victime crée la stupéfaction dans son quartier car personne ne lui connaissait d'ennemi. Le vol est-il le mobile du crime? Un élément retient l'attention des enquêteurs. Pour quelle raison la fille du célèbre architecte avait-elle bricolé un système d'alarme fait de boîtes de conserve et de bouts de ficelle? Que craignait-elle? Avait-elle été menacée? Connaissait-elle son meurtrier? Que ce soit une prémonition ou une coïncidence, elle avait peur de quelque chose. Elle n'a jamais fait de mal à personne. C'est injuste qu'une personne aussi adorable soit assassinée de la sorte. Dans la maison, il y a de nombreux éléments qui permettent de reconstituer les derniers instants d'Enid. Nous pensons que la personne est entrée par devant, a ouvert la fenêtre de la porte d'entrée, s'est glissée à l'intérieur, laissant une empreinte de pied gauche sur le piano poussiéreux. Elle avait un couteau. Nous sommes montés à l'étage. Elle était dans sa chambre, un triste spectacle. La victime avait été poignardée sur tout le corps. Elle avait une coupure à l'extérieur du poignet droit qui montre qu'elle s'est défendue face à son agresseur. Elle a levé le bras pour se protéger. L'agresseur est blessé à un moment donné. Il arrive qu'un agresseur au couteau se blesse, car le sang rend le manche glissant et il peut se couper. Le suspect descend l'escalier, saignant de la main gauche. Les preuves révèlent que le tueur sort par la porte d'entrée et vole le vélo d'Enid qui se trouve sous le porche pour prendre la fuite. C'est triste qu'une personne qui habite une maison depuis si longtemps n'y soit pas en sécurité. Michelle Kessler est chargée de prélever les taches de sang dans la maison. Elle commence par le piano. Le sang avait séché. Je me suis donc servi d'un scalpel jetable pour le récupérer. J'ai déposé les prélèvements dans une feuille blanche que j'ai pliée et mise dans une enveloppe. Kessler procède différemment pour le sang sur la porte. À l'époque, on utilisait des bouts de tissu humide et des pinces jetables ou nettoyables à l'alcool. Les spécialistes relèvent 3 empreintes partielles sur une fenêtre. Une 4e est trouvée sur le porche menant à la porte d'entrée. Ça pouvait être l'empreinte partielle d'une paume. Les enquêteurs photographient les empreintes de pas sous une lumière oblique. On positionne le flash en angle oblique. Cela permet de faire apparaître les empreintes qu'on ne voit pas sans un bon éclairage. Les preuves médico-légales dévoilent comment le crime a été commis, mais ne permettent pas d'identifier le meurtrier. On est en 1981, 5 ans avant l'utilisation de l'ADN dans une affaire criminelle. La police ne trouve aucun témoin du crime. Les voisins n'ont rien remarqué. Les enquêteurs cherchent d'autres pistes. Disons pour simplifier qu'il existe 2 grandes catégories de crimes. Ceux qui peuvent impliquer les proches de la victime et les autres. Dans le premier cas, les mobiles des meurtriers peuvent être la vengeance, la jalousie ou l'appât du gain, pour toucher une prime d'assurance vie par exemple. Cette hypothèse étant la plus fréquente, les enquêteurs peuvent concentrer leurs efforts sur un nombre restreint de suspects potentiels. Mais âgé de 86 ans, célibataire et sans enfant, Enid Whittlesey était seule au monde. Dans le second cas de figure, lorsqu'aucune relation n'existe entre le tueur et la victime,
lorsqu'un cambriolage opportuniste semble motiver le meurtre. La tâche des enquêteurs relève du défi, et seule l'analyse méticuleuse de la scène de crime fournira des indices. Dans notre affaire, les experts ne disposent que de 2 éléments, des traces de sang et des empreintes partielles. Mais à une époque où la signature ADN n'existe pas encore, la détermination du groupe et du résus sanguin ne constitue pas une preuve matérielle exploitable devant un tribunal. Seule la comparaison des empreintes digitales recueillies dans la maison avec celles de criminels répertoriés dans les fichiers pourrait permettre d'identifier le criminel. Avec des collègues, on comparait des documents, des empreintes, mais on n'avait aucun suspect. Il est facile de comparer les empreintes trouvées au domicile d'Enid Whittlesey à celles des criminels arrêtés pour des crimes similaires dans la région. Mais les comparer à tous les noms fichés est impossible. Il y avait des millions de fiches. Avec un suspect, on aurait pu comparer. Mais sans aucun suspect, c'était impossible sans l'empreinte complète. Et sans empreinte à comparer, l'affaire reste non résolue. Les enquêteurs savent seulement que le meurtrier est du groupe sanguin B et qu'il est gaucher. On savait que l'enquête en cours était quasiment terminée et on a été surpris d'apprendre qu'elle ne menait nulle part. Chaque policier de la criminelle veut résoudre une affaire. Il s'implique et y investit souvent beaucoup de temps et d'efforts. Le meurtre d'Enid Whittlesey est l'une des nombreuses affaires non résolues du dossier de Frank Bolan. Il m'avait dit un jour qu'en 30 ans de carrière, 3 affaires le hantaient toujours et qu'il voulait les résoudre avant sa retraite. Celle-ci en faisait partie. Il a le sang du meurtrier et une empreinte partielle. Mais depuis le meurtre en 1981, les progrès technologiques en médecine légale sont les plus importants de l'histoire. À l'ère des ordinateurs, on oublie qu'en 1980, peu de gens avaient accès à cette technologie. À l'époque, les ordinateurs étaient très volumineux et très coûteux. Précurseurs, le FBI et la Lockheed Martin Company ont tenté d'analyser et comparer des empreintes digitales. L'apparition des scanners pour photographier les empreintes et la compression et le formatage des dossiers ont mené à la création de l'AFIS. L'AFIS, c'est le système d'identification automatisé par empreinte digitale. C'est un système informatique qui scanne une empreinte et qui affiche une liste de 10 candidats ayant des caractéristiques similaires à celles de l'empreinte entrée dans le système. Cette nouvelle technologie révolutionne l'analyse d'empreintes, pas seulement pour les nouvelles affaires, mais aussi pour les anciennes. J'ai repris certaines affaires et j'ai demandé une vérification des empreintes. L'inspecteur Bolan envoie les 4 empreintes trouvées chez Enid Whittlesey au labo. L'AFIS ne trouve aucune correspondance pour les empreintes relevées sur la fenêtre, mais trouve quelque chose pour celle de la paume. L'empreinte était si petite qu'il était difficile de déterminer si elle venait d'un doigt ou d'une paume. L'AFIS détermine que l'empreinte est celle d'un doigt et non pas celle de la paume. L'ordinateur identifie 10 individus pour vérification d'empreintes. On a sorti tous les fichiers des suspects pour comparer. On a mis les empreintes côte à côte et on a vérifié à la loupe. L'examen de l'empreinte donne un résultat. Le propriétaire est Carl Stewart.
J'ai tout de suite fait des recherches et découvert qu'il habitait à 800 mètres de la victime. Il détenait le record d'arrestation de la division du Wilshire pour vol et autres larcins. Ironie du sort, Carl Stewart est incarcéré à Los Angeles suite à une arrestation pour violence conjugale. Je suis allé voir son épouse qui avait porté plainte. Je l'ai interrogé. J'ai appris qu'il méprisait les personnes âgées et qu'il avait commis des cambriolages. Elle dit aussi à la police que Stewart avait pour cible les personnes âgées de Beverly Hills, Culver City et Wilshire. Et elle précise que Stewart est gaucher. Le 26 décembre 1996, l'inspecteur Bolan et 2 officiers interrogent Carl Stewart. Alors que l'affaire semblait définitivement classée, la chance semble sourire aux policiers. 14 ans après le crime, grâce à l'emploi des puissants ordinateurs du FBI et à l'informatisation des empreintes digitales par rayon laser, ils sont enfin en mesure d'identifier un suspect. Carl Stewart possède un casier judiciaire chargé. Il est incarcéré pour violence conjugale. Il a commis des vols. Il est connu pour agresser des personnes âgées et sans défense. Il a laissé une empreinte digitale partielle dans la maison d'Enid Whittlesey. Et il est gaucher, comme le tueur de la vieille dame. Mais ce faisceau d'indices sera-t-il suffisant pour prouver sa culpabilité? On a commencé par le questionner sur son quartier et ses habitudes. Puis je lui ai parlé du crime. Au départ, Carl Stewart affirme ne rien savoir du cambriolage et ne pas connaître Enid Whittlesey. Puis il change de version. I've seen her in the neighborhood, I remember. And she would wave at the kids playing when we was little. Like, when you would see her riding a bike, she would wave at you and stuff. And, you know, everybody would pretty much wave back at her or something like that. Chaque fois que mon collègue et moi ajoutions des informations et des preuves, il changeait de version et l'adaptait aux nouveaux éléments mentionnés. Quand on lui dit que son empreinte se trouvait sur la porte d'entrée, Stewart affirme être entré dans la maison mais qu'il n'a rien à voir avec le meurtre. Le procureur Eden Zaki doit décider s'il va présenter l'affaire au tribunal. Le crime a été commis le 11 mars 1981, alors que j'étais encore au collège. L'affaire était ancienne. Je me suis demandé comment j'allais trouver des témoins prêts à comparaître et si toutes les preuves avaient été conservées. Zaki n'est même pas certain que l'empreinte suffise à condamner Stewart. On n'avait que cette empreinte. En théorie, on pouvait faire le procès, mais en pratique, Stewart pouvait facilement trouver une explication. Les enquêteurs veulent s'assurer que c'est bien le sang de Carl Stewart qui se trouvait dans la maison. Il leur faut donc un échantillon du sang de Stewart et de celui d'Enid Whittlesey. Mais l'échantillon du sang d'Enid prélevé à l'autopsie a disparu du dossier. Au lieu d'utiliser le sang prélevé par le médecin légiste, on a utilisé celui sur la chemise de nuit d'Enid Whittlesey comme échantillon de référence. Les prélèvements de sang séché sont mis dans l'eau stérilisée. L'eau dissout la tache et permet aux cellules sanguines présentes dans le tissu d'éclater. Elles libèrent alors leur contenu dans l'eau, y compris l'ADN. L'étape suivante consiste à filtrer l'ADN. J'ai dû le mettre dans une centrifugeuse.
qui est en fait un filtre qui permet deux choses. Nettoyer l'ADN et le concentrer dans un plus petit volume d'eau. Le fragment d'ADN est alors répliqué plusieurs fois en échantillons exploitables par réaction en chaîne, par polymérase ou PCR. 6 gènes marqueurs sont définis et colorés en bleu par ce procédé. J'ai trouvé une empreinte qui correspondait au profil génétique d'Enid Whittlesey. 8 autres taches de sang prélevées dans la maison correspondaient au profil génétique de Carl Stewart. C'est la preuve que Carl Stewart a perdu son sang dans la maison d'Enid Whittlesey. Stewart a laissé son sang sur les lieux du crime. Quel argument la défense pourrait-elle trouver? Le 17 mai 1999, Eden Zaki présente les preuves du meurtre d'Enid Whittlesey devant un jury. Zaki pense que Carl Stewart a repéré Enid lors de ses promenades en vélo dans le quartier. Peu après, Stewart entre chez Enid par la fenêtre de devant en laissant une empreinte de pied sur le piano poussiéreux. Le mobile et le vol. À l'étage, Enid surprend Stewart. Une bagarre s'ensuit, causant des blessures sur les bras et les mains d'Enid. Stewart se coupe la main gauche pendant l'altercation, ce qui laisse du sang le long de l'escalier, à gauche. Stewart laisse une empreinte partielle près de la porte d'entrée en quittant les lieux. Elle s'avère par la suite être une empreinte digitale répertoriée par la FIS. On savait qu'on le tenait. C'était bien l'empreinte et c'était bien le sang de Carl Stewart qui se trouvait dans cette maison. Le jury a mis 2 heures à déclarer Carl Stewart coupable de meurtre au premier degré. Il est condamné à perpétuité sans appel. C'est la première enquête de meurtre assignée à Frank Bolan. Même s'il a mis 17 ans, il n'a pas renoncé. Il se donne à fond dans ses enquêtes. Il est parfois pénible, mais c'est pour la bonne cause. Et j'apprécie de travailler avec lui. Je suis heureux d'avoir retiré de la circulation un individu responsable d'un meurtre aussi horrible. J'aime à penser que les gens sont aujourd'hui en sécurité, avec ce criminel derrière les barreaux. Il y a tellement d'affaires non résolues pour lesquelles on ne peut rien faire. Heureusement que la technologie vient aider. C'est merveilleux de penser qu'après toutes ces années, on peut revenir en arrière avec des outils technologiques. Cela permet de résoudre des crimes qui n'ont pas été résolus et de rendre justice. C'est vraiment merveilleux. Ainsi se termine cette pénible affaire. Nous savons aujourd'hui que Carl Stewart avait non seulement frappé à mort Enid Whittlesey pour lui dérober ses modestes économies, mais qu'il l'avait aussi violée avant de prendre la fuite. Une femme âgée de 86 ans. Il semblerait que la perversion de certains individus n'ait pas de limite. Sachez encore que Stewart, incarcéré à l'époque dans une prison de Los Angeles pour violence conjugale, était sur le point d'être libéré lorsque la comparaison de ses empreintes digitales avait permis de le confondre 16 ans après son crime. Cette prouesse des experts scientifiques a été rendue possible grâce à l'emploi de l'AFIS, AFIS, le système intégré automatisé d'identification dactyloscopique du FBI. Cette banque de données, l'une des plus importantes du monde, rassemble les empreintes de quelques 66 millions de personnes
ayant été arrêtés au moins une fois dans leur vie ou ayant été emprisonnés. Depuis l'an 2000, le programme CODIS, C-O-D-I-S, contient près de 500 000 profils génétiques des criminels les plus dangereux et fonctionne grâce à la coopération de 45 des 50 États américains. En France, le fichier VICLAS, V-I-C-L-A-S, regroupe les informations recueillies sur les scènes de crime et un logiciel recoupe ces données pour fournir des profils de délinquants. Ces outils, consultés à distance, sont aujourd'hui parmi les armes les plus efficaces dont disposent la police et la justice pour combattre le crime.